Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Elie Cohen. Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. La campagne présidentielle, bien sûr, on est à moins de quasiment 2 semaines du premier tour. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, le vrai clivage qu'il y a en France, c'est plus effectivement le clivage gauche-droite, mais c'est un clivage idéologique qui consiste à dire, voilà, il y a ceux qui ont envie que la France continue toute seule, les eurosceptiques, les europhobes, quand on cumule les voix de Nicolas Dupont-Aignan, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon qu'on voit ici, on arrive quasiment à 45% des voix. Et face à eux, ceux qui ont envie que la France reste regroupée en Europe, François Fillon, Emmanuel Macron, c'est ça aujourd'hui le vrai clivage en France? Oui, tout à fait. Le vrai clivage, c'est vraiment société ouverte, société fermée, économie ouverte, économie fermée, économie ouverte sur le monde ou repli national. Et ce qui est très impressionnant, c'est que pratiquement un Français sur deux aujourd'hui a l'air d'adhérer aux thèses de la société fermée, de la désintégration européenne, et ça ne manque pas d'étonner. Alors, oui et non, la mondialisation, elle n'est pas si heureuse que ça. On a vu tout ce que ça avait comme impact sur les inégalités, sur ceux qui restent sur le bord de la route. C'est symptomatique que vous disiez cela, parce que vous auriez pu dire 60 ans de construction européenne, ça a été la construction d'un ordre pacifique, régulé, qui a permis une forte croissance des différents pays européens, qui a permis d'intégrer sans difficulté les pays d'Europe centrale et orientale au moment de l'effondrement du communisme. Tout ça, ça a permis d'intégrer les pays du Sud au sortir des dictatures. Oui, ça a permis des transferts de richesses. C'est 0% de croissance depuis 5 ans en France et un chômage qui est à 10%. Alors vous avez raison, le vrai problème, c'est comment nous avons géré la crise au cours des 10 dernières années. Et là, il y a un vrai problème, c'est quand on regarde les performances comparées de la zone euro et des États-Unis, nous avons fait beaucoup plus mal que les États-Unis, parce que nous avons pris le problème à l'envers. Compte tenu de notre organisation interne, nous avons pensé que la priorité essentielle, c'était la résorption des déficits, alors même que nous étions dans un contexte de crise et qu'il fallait le soutien de la demande par l'État pour ne pas sombrer, ce qu'ont fait les Américains. Nous avons considéré que la restructuration des banques pouvait se faire plus tard, alors que les États-Unis ont commencé par le faire tout de suite. Et nous avons décidé de passer au quantitative easing beaucoup plus tard que les États-Unis. 5 ans après. Voilà. Donc la performance globale a été mauvaise et on peut dire qu'il y a eu une décennie perdue. Et cette décennie perdue, nous en payons le prix parce que l'adhésion à l'Europe qui était au fond fonction des résultats, comme les résultats n'étaient pas là, il y a eu une moindre adhésion et c'est ce que nous voyons dans cette campagne électorale. Donc il est compréhensible que des Français souhaitent se refermer, se protéger, celles et ceux qui ont souffert encore une fois alors, à partir de ces dernières années. Attendez, vous faites un glissement un peu rapide du diagnostic aux solutions parce que à partir du moment où on est d'accord sur le diagnostic, il y a deux possibilités. Ou bien on dit, on essaye de réparer la machine, on essaye de repartir de l'avant, ou on casse tout. Je ne vois pas pourquoi l'idée de casser tout aurait un mérite particulier. Regardez ce qui s'est passé au cours de ce débat électoral. Les Français ont découvert les débats sur la lex monetae, c'est-à-dire sur la possibilité d'une redénomination de la dette qui passerait prônée par Marine Le Pen. Prônée par Marine Le Pen, qui n'aurait aucun problème, qui n'aurait pas d'impact ni sur le pouvoir d'achat des ménages, ni sur l'épargne. C'est le fait de pouvoir rembourser la dette publique française en francs. C'est redénominer la monnaie française. Mais elle a le droit de le faire. Le problème, c'est que plus personne ne prêtera à la France, qu'il y aura des procès, il y aura des procès en série. Alors justement, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que le débat a porté sur cette lex monetae, sur la redénomination, alors qu'il suffisait de regarder sous nos yeux ce qui s'était passé aussi bien en Grèce d'un côté qu'en Argentine de l'autre, pour voir ce que ces opérations ou ces risques d'opérations de redénomination produisent. En Grèce, ça a été la seule perspective du Grexit, ça a été un bank run immédiat. On va en parler après. Ça a été le rationnement des retraits, ça a été une panne de l'activité économique. Donc ça, c'est quelque chose de visible, de tangible. On n'a pas besoin... Pas très loin de chez nous et il n'y a pas très longtemps. Pas loin de chez nous et pas très longtemps. Et de l'autre côté, en Argentine, c'est 10 ans de procès pour les créanciers pour récupérer une dette qui ne serait pas une dette dévaluée. Et des millions d'Argentins jetés dans la pauvreté. Et des millions d'Argentins jetés dans la pauvreté. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir ce que sont les effets concrets, immédiats de ce type d'opération. En même temps, on a vu François Asselineau, il a eu pendant le débat, cette assertion, en tout cas, il a affirmé, il a dit voilà pourquoi la France ne ressemblerait pas à la Suisse. En disant voilà, la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne, elle a sa propre monnaie, elle commerce, elle est au plein emploi. Pourquoi est-ce que la France, ce ne serait pas une Suisse
dans l'Union européenne, enfin en dehors de l'Union européenne? D'abord, parce qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube une fois qu'il est sorti. Et donc, l'histoire des 60 dernières années est une histoire qui a profondément marqué la France, qui a profondément marqué l'Allemagne et qui a profondément marqué la Suisse. En d'autres termes, non, c'est en termes de spécialisation. Si vous voulez, aujourd'hui, vous savez quelle est la situation de la France. La France a une spécialisation économique, en gros, de type espagnol, avec des coûts de type allemand. Et donc, c'est ce hiatus. C'est pas un peu caricatural? Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Regardez, vous avez reçu souvent Patrick Artus ici qui vous a parlé des problèmes de gamme, mais même sans aller jusque-là, observez ce qui se passe secteur par secteur. Regardez ce qui se passe par exemple dans le domaine de l'automobile et vous comprendrez ce qu'est la nature de la spécialisation française. Nous avons des coûts allemands, mais nous ne vendons pas des BMW et des Porsche. Nous vendons plutôt des petites voitures. Et vous savez que des déplacements de quelques centaines d'euros font que dans le choix d'une localisation, on préfère l'Espagne ou la Roumanie à la France. On ne vend pas des Porsche, c'est ça, si on devait résumer, parce que la Suisse est en excédent, a des excédents commerciaux que voilà, nous, on n'a pas. La Suisse, alors j'y venais, la Suisse... Mais qu'on aurait peut-être si on avait un franc qui était plus faible. Voilà, la Suisse a une spécialisation industrielle, comme vous le savez, dans la machine-outil, plutôt haut de gamme, dans les biens industriels plutôt haut de gamme, et donc vous pouvez très bien avoir des coûts élevés quand vous êtes dans le haut de gamme. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir des coûts élevés quand vous êtes dans le moyen bas de gamme. Et c'est tout le problème français. Le SMIC en Suisse est à 3 000 €. Non, non, mais bien entendu, ben vous pouvez, si vous faites de la mécanique de précision... Donc la France, ce ne sera jamais la Suisse? Ben voilà. Même avec une devise faible, si on a, pour le coup, on retrouve notre monnaie, alors, on la laisse, on la fait baisser, parce que... Alors vous avez raison, c'est une très bonne question. C'est intéressant parce que... on a le sentiment, quand on écoute beaucoup d'économistes, que tout est à jeter dans le programme économique de Marine Le Pen. Et on se dit quand même que malgré tout, avec un franc qui serait beaucoup plus faible, eh ben, on a 14 milliards d'euros, vous le savez, dit Cohen, de déficit commercial avec l'Allemagne. On le purge, on relance l'activité. Eh ben, figurez-vous qu'on a fait cette étude et qu'on a essayé de voir quel serait l'effet d'une dévaluation du franc par rapport aux autres monnaies européennes. On est gagnant vis-à-vis de l'Allemagne. Alors on est gagnant vis-à-vis de l'Allemagne, mais on sera immédiatement perdant vis-à-vis de l'Espagne, de l'Italie. Et quand on fait le compte... Sauf s'il reste dans l'euro. Sauf si l'Italie reste dans l'euro. Ça, on peut difficilement imaginer que l'Espagne et l'Italie restent dans l'euro alors que nous, on sera sortis. Parce que le jour où on sera sortis, nous, ça bouleversera tellement le système qu'on ne peut pas imaginer ça. Et d'ailleurs, si nous sortions de l'euro, les Italiens sortiraient immédiatement. Parce qu'eux non plus ne pourraient pas supporter le différentiel de compétitivité qui se créerait. N'oubliez pas que l'Italie a vu ses parts de marché baisser, sa compétitivité baisser. Donc on ne serait pas gagnant. Encore une fois, le seul point positif du programme, en théorie, c'est une devise qui baisse, le nouveau franc qui baisse, on regagne de la compétitivité, on revend nos produits, on relance la machine économique. On ne serait pas gagnant pour 3 raisons. Sans idéologie. Non, non, je vais vous donner des données, et vous me critiquerez si vous n'êtes pas d'accord. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation de relance économique chez nos voisins et une relative stagnation chez nous? L'hypothèse serait qu'on devrait pouvoir exporter beaucoup plus. Or, on n'exporte pas beaucoup plus. Ça, on le constate. C'est lié à notre spécialisation et à nos capacités de production et aux trous dans notre système productif. À l'inverse, quand on a une relance en France, on pourrait s'imaginer qu'on va saturer les capacités productives en France. Non, ce sont les importations qui augmentent. Donc nous avons un vrai problème de spécialisation et de trous dans notre système productif. Deuxièmement, en cas de dévaluation, je vous ai dit ce qui se passait en termes de compétitivité comparée par rapport aux pays du nord de l'Europe et du sud de l'Europe. Et une étude qui a été faite par le CPI montre qu'au total, quand on additionne les effets positifs et négatifs, l'effet d'une dévaluation serait neutre. Donc il n'y aurait même pas de dynamisation de notre commerce extérieur. Enfin, dernier élément, si on raisonne sectoriellement, on constate qu'en cas de dévaluation du franc... Il y a des secteurs qui gagnent. Il y a des secteurs qui gagnent. Le tourisme. Par contre, il y a des secteurs qui perdent. C'est l'agroalimentaire et le secteur manufacturier. Et donc, vous voyez... dans le cas du secteur manufacturier, je viens de vous expliquer pourquoi à travers les différentiels. Et l'agriculture, c'est parce qu'aujourd'hui, notre agriculture bénéficie de l'immense soutien de la politique agricole commune qui disparaîtrait dans la foulée. Bon, puisqu'on est rentré de plein pied dans les différents programmes et les différents candidats, qu'est-ce qui vous plaît moins? Si on passe en revue rapidement, François Fillon, Emmanuel Macron, les principaux candidats aujourd'hui, ceux qui ont le plus de chances d'être élus, qu'est-ce qui vous plaît moins? Allez, François Fillon, on démarre comme ça. Sur François Fillon, ce qui ne me plaît pas beaucoup, c'est ce scénario très volontariste de réduction de la taille de l'État et de suppression des 35 heures dans la fonction publique qui n'est pas suffisamment documenté. Et je ne vois pas comment, pratiquement, il pourra mettre en œuvre un programme de suppression de 500 000 emplois
dans la fonction publique et de passage des 35 aux 37 ou aux 39 heures. Payer combien? Personne n'a jamais compris. Et donc ça me semble peser très lourdement. Oui, mais il y a une direction, il y a une volonté après, effectivement. Absolument, absolument. Mais on doit aussi juger de la vraisemblance du projet. Parce que si vous estimez que ce projet de 500 000 emplois en moins n'est pas vraisemblable, alors c'est l'ensemble de l'édifice qui ne tient pas. Parce que c'est ça qui est le cœur. Du côté de Macron, il y a la volonté de refonder totalement le système d'indemnisation. Donc, ce qu'on n'aime pas chez les candidats. C'est ce que je n'aime pas, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que maintenant, chez Macron. Chez Macron. Le bouclage budgétaire, il n'est pas si sérieux que ça, le bouclage budgétaire. Non, le bouclage budgétaire, il est... Attendez, je vais vous faire une remarque générale. Je crois qu'aucun bouclage budgétaire n'est totalement satisfaisant parce que c'est fondé sur des hypothèses de croissance et d'inflation plus ou moins réalistes. C'est fondé sur des hypothèses de dépenses qui sont parfois minorées et de recettes qui sont parfois exagérées. Donc, je crois que ce soit dans le sens contraire. Voilà. Donc je crois que ce n'est pas ça ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est comme vous le dites, quelle est la direction? On vient de voir avec Fillon, il y a une volonté de réduire la taille de l'État et de prendre des mesures drastiques sur la réduction du nombre de fonctionnaires et sur l'élévation de la durée du travail. Qui n'a jamais été menée en France. Absolument. Une direction qui est claire. Tout à fait. Et je vous ai dit mon scepticisme. Parce que mal documenté. Mal documenté et peu crédible en plus compte tenu de la situation politique. Je vois mal François Fillon, s'il est élu, avec ce qu'a été la campagne électorale, s'engager avoir le crédit politique et même miser son crédit politique sur une réduction drastique des effectifs de la fonction publique. Dans le cas de Macron, c'est autre chose. Il propose une réforme radicale du mode d'indemnisation du chômage, avec un élargissement des droits, une universalisation et une nationalisation de l'assurance chômage. Et il propose un financement qui peut être discuté. Et là aussi, j'ai des doutes. Est-ce que vraiment, c'est une très très bonne idée que de casser le paritarisme en disant ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, donc je nationalise. D'autant qu'un accord a pu être trouvé au finish, par pression aussi, il y a eu la pression politique. D'autant qu'un accord a pu être trouvé et que quand même, en matière de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont été courageux. Mais puis surtout, avec quel soutien M. Macron compte-t-il réaliser une réforme aussi importante? Jusqu'à présent, les rares avancées qu'on a fait en matière de réforme sociale, ça a été grâce à l'attitude courageuse de la CFDT. Est-ce que la CFDT l'accompagnera sur un projet de ce type? J'en doute. Donc, pourquoi engager ce projet-là? Alors, je vois bien quelle est l'idée. L'idée, c'est que la nature du travail change, les statuts bougent. Un même salarié ou un même actif passera d'une situation à l'autre. Pourquoi est-ce que l'indépendant n'aurait pas le droit? Tout à fait. Pourquoi un indépendant n'aurait pas droit? Mais vous voyez, les modalités techniques de réalisation de ce projet ne sont pas suffisamment claires, les modalités de financement non plus. Et puis surtout, est-ce que c'est sur ce terrain-là qu'il faut engager son capital politique? C'est toujours la même chose. Sur quoi vous mettez l'accent? Bon. C'est ça pour vous, sa mesure phare? Pour vous, vous résumez, entre guillemets, le programme d'Emmanuel Macron à celle-là? Ah non, il y a celle-là. Il y a par exemple la réforme des retraites, qui est également une mesure phare. Mais ça, c'est une mesure de moyen long terme. C'est à 10 ans, ça. Voilà. Et sur le bouclage budgétaire, honnêtement, vous avez fait les calculs. Quand on regarde toutes les dépenses qu'il y a chez Macron et les recettes, ça ne tient pas. Écoutez, d'abord... Ça ne tient pas, je pose la question. Écoutez, c'est très simple. Le test a été fait hier soir lors du fameux débat sur la 2. On a essayé de chercher des noises à Emmanuel Macron sur le CICE. Sauf que c'est lui qui avait raison, c'est-à-dire le CICE, c'est un problème de trésorerie, ce n'est pas un problème de coût additionnel. Voilà. Le remplacement du CICE... François Langlais avait raison en parlant en termes de trésorerie. De trésorerie, mais il avait tort sur le fond, qui était le fonds structurel, parce que la question, c'était est-ce qu'on va alourdir considérablement les dépenses par cette réforme? Et la réponse est non. Et donc là, Emmanuel Macron avait raison. Indépendamment de ce qui s'est passé hier soir sur France 2, encore une fois, le bouclage budgétaire, le sérieux budgétaire du programme de Macron, est-ce que vous en doutez? Pas un peu quand même. Je crois que ce qui est très important, c'est l'engagement qui est pris de revenir dans les clous de nos engagements européens. Oui, mais il y a un décalage entre... Oui, on trouvera les moyens. Entre la volonté de dire je vais respecter... Attendez, je vais vous poser une question. Et les propositions derrière, ça ne suit pas, il y a une incohérence, c'est orthogonal. Non, amusez-vous à reprendre les programmes des 3 dernières présidentielles. Et regardez ce que sont devenus les programmes des 3 dernières présidentielles. Ils nous vendent du renouvellement. Certes. Des pratiques politiques. Oui, mais il veut en même temps être élu dans un contexte particulièrement difficile, puisqu'il a une offre particulièrement novatrice, et en termes institutionnels, et on vient de voir en termes programmatiques. Donc quand il nous dit, Emmanuel Macron, je veux dès 2018 revenir sous les 3% de déficit public, le programme ne suit pas, il devra apporter des mesures correctrices. Voilà. Il ne respectera pas son programme, il faudra qu'il s'assoie sur l'une des deux. Il faut voir, vous savez ce que sera la croissance en 2018 ? Vous avez vu quel est quand même le jugement conjoncturel, c'est qu'on est très surpris de l'amélioration de la conjoncture au niveau de l'eurozone. On a tendance à projeter. Puis quand vous regardez les prévisions économiques, tout le monde révise à la baisse les programmes pour 2018. Parce qu'en 2018, on s'attend à une hausse des taux, on s'attend à une reprise du pétrole. Et donc, l'équation économique ne sera pas la même. Je préfère quelqu'un qui dit « je me donnerai les moyens de rester dans les clous »
parce que j'ai un engagement européen majeur et parce que je veux restaurer Mais il la ne tiendra pas ses crédibilité. promesses, parce qu'il faudra apporter des mesures correctrices Oui, pour oui. respecter 3%. Bah oui, bah c'est Donc très il bien. fera ce que tous les présidents ont fait avant. Eh ben, c'est On très dit bien. beaucoup de choses pour se faire élire, et puis après, il faut respecter Non, je crois ce qu'on que dit élit les Bruxelles. gens, on élit les gens sur des grands desseins, à charge pour eux de trouver les moyens de réaliser ces grands desseins, confrontés aux difficultés qu'ils rencontreront en cours de mandat. C'est ça la politique représentative. L'idée du mandat impératif me semble être une illusion totale. Donc je préfère qu'on pense bien, qu'on ait les bonnes directions, plutôt que d'avoir les bons chiffrages. Bon, en tout cas, l'équation budgétaire n'est pas bouclée. Non, je suis d'accord. Voilà qui est Mais clair. chez personne. Bon. Le plan, un peu au hasard comme ça, le plan d'investissement de 100 milliards d'euros, on change de candidat, plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans la transition écologique, dans les maisons de retraite, etc. etc. C'est Jean-Luc Mélenchon qui propose ça, un méga plan. L'argent n'est pas cher, c'est pas le moment de mettre un grand coup d'accélérateur sur un gros plan d'investissement. Le double d'ailleurs de ce que propose Emmanuel Macron d'ailleurs. Hein. Bon, le problème de Mélenchon, c'est que c'est quelqu'un qui pense hors système de contraintes. C'est-à-dire, avec son fameux plan B, il est déjà dans une logique de sortie de l'Europe. À partir du moment où il est Sauf s'il fait plier les Allemands. Non, ça c'est n'importe quoi. Je veux dire, vous savez très bien quelle est la nature des relations que nous avons avec les Allemands. Et le point majeur qui est le point actuel, qui est qu'il n'y a aucune avancée possible tant que la France n'a pas restauré sa crédibilité. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si on veut continuer à construire l'Europe, et on a des tas de domaines où on veut avancer, notamment sur les enjeux de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de consolidation de la zone euro, etc., eh bien, il faut qu'on restaure notre crédibilité. Et notre crédibilité a été grandement entachée jusqu'à présent. Et donc, l'enjeu majeur de la restauration du couple franco-allemand, c'est cet enjeu de la crédibilité. Donc, toute personne qui, pendant cette campagne électorale, dit « je m'affranchis des règles et j'irai convaincre l'Allemagne parce que je suis une grande nation », ce jeu-là, c'est simplement plus possible. Regardez l'évolution de Schäuble dans ses dernières déclarations. Ministre des Finances. Il est pour la allemand. géométrie variable, il est pour l'intergouvernementalisme. Lui qui était le plus fédéraliste, qui était le plus franco-allemand, eh bien il dit maintenant, ça suffit, donc on va gérer ce qui reste de l'Europe en fonction des nouvelles priorités, sur la base d'un pur rapport de force entre États. Vous imaginez? Chez celui qui était le plus fédéraliste. Donc il faut tenir compte de cet état de l'Europe. Et donc tout celui qui dit on sort des rails provisoirement n'est pas à prendre au sérieux. Et son programme, je reviens, le plan d'investissement de 100 milliards d'euros, il a prendre au sérieux? Non, parce qu'il fait fi des contraintes. Voilà, il se défie des contraintes. Et puis surtout, nous avons mis en place, avec le plan Juncker, un programme d'investissement au niveau européen. On peut décider de le majorer. On peut décider d'avoir... Ce qui a été le cas d'ailleurs. Oui, ce qui a été déjà le cas, mais on peut aller plus loin. On peut décider de le flécher vers le sud, parce que le vrai problème, c'est que vous avez vu, les difficultés reprennent en Grèce. On est en train de réviser à nouveau à la baisse les perspectives de croissance en Grèce. On n'est toujours pas capable de finaliser la dernière tranche du plan européen. Comme à chaque fois, il y a toujours un psychodrame. Puis voilà, il y a finalement, toujours un psychodrame. on trouve une le solution. chômage est reparti à l'avance. Vous l'avez vu? Il réaugmente, on passe... Enfin bon, donc si vous voulez, face à toutes ces difficultés, dire on va continuer à dépenser plus avec l'argent européen, c'est simplement pas sérieux. Puisque vous parlez de la Grèce, c'est intéressant, et je reviens souvent, je ne veux pas faire peur, mais il y a ce bank run en 2015 en Grèce, quand il était question que la Grèce sorte de l'euro, ce qui a été majoritairement rejeté par les Grecs. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Politique fiction, Marine Le Pen est élue. Si les Français décident, encore une fois, de récupérer leur argent pour le placer en dehors de France, pour garder des euros, encore une fois, sous leur lit, comment ça se passe? Est-ce que les banques françaises ont assez d'argent pour rendre, encore une fois, pour que chaque Français qui souhaite retirer ses sous puisse Non, la le faire? réponse est très simple, ça a été déjà observé ailleurs. Il y a dans un premier temps un bank run, et puis très rapidement, il y a un contrôle d'échange et l'impossibilité de sortir ces capitaux hors de France. Donc les Français n'auront pas accès à leur argent, Absolument. À leur compte en banque? Absolument, ils seront Mais obligés... sur décision de qui? Sur décision de la Banque de France, c'est-à-dire de l'un des éléments du système de Banque Centrale Européenne qui dira je gère la liquidité et donc je gère la restriction à l'accès aux distributeurs automatiques. On sera comme ces Grecs, on les a vus, là on les a vus. Absolument, on sera comme ces Grecs. Et on pire pourra retirer 30-40 euros, pas exactement, plus. Et pire encore, les entreprises seront freinées dans leurs échanges et les entreprises ne pourront plus sortir les capitaux qui sont nécessaires. Donc il y aura un effet sur l'économie réelle de ce phénomène de bank run. D'ailleurs, observons ce qui s'est passé, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardons ce qui s'est passé en Grèce, regardons ce qui s'est passé en Argentine. Et puis, mais les banques françaises, elles ont des liquidités, elles ont des réserves pour pouvoir... Elles n'ont de liquidités que dans la mesure où on leur donne des liquidités. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce, par exemple. Il y a eu un arrêt du financement de la Banque centrale grecque par la BCE.
Et puis surtout, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle la procédure ELA, c'est-à-dire des financements exceptionnels apportés par la Banque Centrale Européenne. Coûte très cher. Qui coûtent très cher, exactement. Donc on aura les mêmes phénomènes, les mêmes scénarios. Et puis, si vous voyez un autre élément qui est la grande exposition des banques françaises aux différentes situations des pays européens, vous avez vu, vous constaterez que les banques françaises seront elles-mêmes très affaiblies très rapidement à cause de leur exposition au risque étranger et à cause du risque de dévaluation qui se matérialisera ou pas à la suite de ces phénomènes que nous venons de décrire. Et donc, c'est un risque de faillite des banques françaises. Il y a un risque de faillite des banques françaises. Mais bien entendu. De grandes difficultés ou de faillite des banques françaises? De grandes difficultés d'abord, et puis bien entendu, il y aura des interventions de la puissance publique pour les recapitaliser. Et puis là, ça créera une difficulté pour la dette publique française. Et c'est exactement la situation grecque. Se posera la question d'un backup possible par le SM. Voilà. Et on verra si la Banque Centrale Européenne est d'accord pour... ou pas pour financer des banques françaises qui potentiellement pourraient sortir de l'eurozone. Je suis très frappé de la légèreté avec laquelle on évoque ces questions, alors qu'on a déjà des expériences. Et puis dire qu'il suffit de redénominer la dette française pour que seuls les remboursements en francs soient en cours et que nos prêteurs étrangers ne pourraient pas contester ça, c'est simplement n'importe quoi. Non seulement ils vont contester, mais après ils ne nous prêteraient plus. Mais bien Ou alors, bien entendu. Mais vous connaissez un détail, c'est que près de 40% de la dette française est caquisée, c'est-à-dire qu'elle bénéficie des clauses d'action collective depuis la dernière crise. Ça veut dire que nos prêteurs étrangers nous mettraient immédiatement devant les tribunaux, devant les cours d'arbitrage pour réclamer le paiement intégral de leur dette, et donc notre dette serait renchérie mécaniquement de 40%. Et puis vous savez que 60% de notre dette est détenue par des investisseurs étrangers, et l'exemple argentin montre ce que les contentieux peuvent provoquer. Donc je suis frappé de la légèreté avec laquelle on parle de tous ces problèmes et on discute gravement et savamment de la lex monetae, de la jurisprudence ou pas des tribunaux français. Mais dans quel monde on vit? On a oublié qu'on était une économie ouverte dans un monde ouvert et qu'on dépendait largement des financements extérieurs pour assurer nos fins de mois. Important aussi, c'est tangible et concret pour les Français, au-delà de leur compte en banque, l'accès à leur argent, c'est l'assurance vie. L'assurance vie des Français, 1 600 milliards d'euros, 80% est logé dans des fonds en euros, qui s'investissent majoritairement dans des obligations d'État français. Qu'est-ce qui se passe là encore? On n'aura plus accès à son contrat d'assurance vie. On ne cherche pas à faire peur, mais... D'abord, il y aura une dévaluation de nos actifs. Je veux dire, à partir du moment où... Le taux d'intérêt remonte. Les taux d'intérêt remontent. Les portefeuilles obligataires qui sont dans les comptes des assureurs perdraient de leur valeur. Bien entendu. Et donc le patrimoine... Bien entendu. Et bien entendu. Et comme les Français voudront retirer immédiatement leur assurance vie, la convertir en euros courants éventuellement pour transférer leurs capitaux, eh bien à ce moment-là, il faudra limiter les droits de remboursement de l'assurance vie. Et c'est déjà prévu, comme vous le savez. Oui. Donc, ce sont des enchaînements qu'on peut parfaitement imaginer parce qu'ils se sont déjà passés en d'autres lieux, dans des mêmes circonstances. Donc on n'aura plus accès à son assurance vie, on n'aura plus accès à son compte en banque. On subira les effets de la dévaluation du franc, ça se traduira par une hausse des importations et donc par une dégradation du pouvoir d'achat des ménages. On aura une grande perturbation. Sauf si on relocalise, on reproduit en France. Ah oui, bon, oui, mais ça sera plus cher aussi, et puis ça prend du temps. Et puis surtout, et puis vous savez très bien, même si on pense à une hypothèse très favorable que vous évoquiez tout à l'heure de stimulation des exportations, vous savez que le contenu en importation des exportations n'a cessé d'augmenter. 30%, dit Pascal Lamy. Absolument, c'est 25%. De nos le chiffre exact, c'est 25%. Dans nos exportations, il y a 25% qui sont liés à des importations. Donc il y aura un renchérissement des importations. Du coup, même nos exportations seront plus chères. Et donc ça dégradera notre part relative de marché qui n'a cessé de se dégrader. Si on relocalise en France, encore une fois, et la part des importations dans les exportations, dans ce cas-là, réduirait. Oui, mais ça prend beaucoup de temps de relocaliser. Et puis je vous ai dit quel était le problème structurel de la France, qui est ce mismatch entre ses coûts et sa spécialisation. Bon, voilà en tout cas. C'est intéressant, hein? On a abordé les vrais sujets, là. On vit une époque formidable, mais terrifiante en même temps. Bon, merci d'avoir été avec nous. C'était votre invité en direct sur Boursorama, Elie Cohen, donc dans la grande interview, économiste et directeur de recherche donc au CNRS. Merci à vous. Merci. Au revoir.